Alors, imaginez une petite scène. On a une stalactite, de la glace, quoi, et hop, elle commence à fondre. Juste une goutte d'eau liquide qui apparaît au bout. Et là, la question piège, est-ce que la glace et la goutte d'eau, elles sont pile à la même température? Hmm, bonne question de départ. C'est parfait pour nous lancer justement dans notre sujet, les changements d'état de la matière. On va décortiquer tout ça en s'appuyant sur pas mal de documents, des extraits d'un module de physique. Oui, le module 7, c'est ça, très complet. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment une substance passe d'un état à l'autre, solide, liquide, gaz. Qu'est-ce qui se passe côté température? Et la masse, le volume, ça bouge comment? Et aussi faire la différence entre ce qui est réversible, comme l'eau qui gèle puis fond. Voilà, et ce qui ne l'est pas. L'allumette qu'on brûle, par exemple. Exactement, la différence physique-chimique. Bon, bref, on va essayer d'y voir plus clair et de comprendre un peu mieux tous ces phénomènes du quotidien. Allez, on y va. C'est parti. Alors, pour commencer vraiment à la base, un changement d'état, qu'est-ce que c'est précisément? Ben, le plus simplement du monde, c'est juste le passage d'un état physique à un autre. Solide, liquide ou gaz. D'accord. Et il y en a combien de ces passages? Les documents en liste 6, c'est ça? Avec des noms un peu techniques? Oui, 6 principaux. Alors, si on prend le solide qui devient liquide, ça on appelle ça la fusion. La fusion, ok. Comme la glace qui fond. C'est ça. L'inverse, le liquide qui redevient solide, c'est la solidification. Logique. Et le liquide qui devient gaz, comme l'eau qui bout? Ça, c'est la vaporisation. Attention, on y reviendra, il y a une nuance importante là-dessus. Ah, d'accord. Et le gaz qui redevient liquide, Mhm. La buée sur la fenêtre, c'est la condensation. ou parfois on dit liquéfaction. Condensation. Ok. Et il y a aussi des passages directs, non? Sans passer par les liquides. Tout à fait. Du solide directement au gaz, c'est la sublimation. Pensez à la neige carbonique. Ah oui, et l'inverse, gaz vers solide. Ça, c'est la condensation solide ou déposition, comme le givre qui se forme. D'accord. Bon, ça fait pas mal de termes, mais l'idée générale, c'est ce passage entre états. Et ce qui est vraiment crucial à comprendre tout de suite, c'est que ces changements, ils sont liés à l'énergie thermique plus précisément. Ah oui, c'est pas juste un changement d'apparence. Non, pas du tout. C'est une vraie histoire d'énergie. D'ailleurs, le schéma dans les documents utilise des flèches rouges et bleues pour bien le montrer. J'ai vu ça, les rouges, c'est pourquoi déjà? Les rouges, comme pour la fusion ou la vaporisation, ça veut dire qu'il faut donner de l'énergie à la matière. Il faut chauffer, en gros. D'accord, logique. Pour fondre ou faire bouillir, faut chauffer. Voilà. Et à l'inverse, les flèches bleues, comme pour la solidification ou la condensation, eh bien ça montre que la matière, elle, libère de l'énergie. Elle libère de l'énergie. Quand l'eau gèle, elle dégage de la chaleur. C'est bizarre ça. C'est contre-intuitif, mais oui. C'est un processus exothermique, comme on dit. Tiens, revenons sur la vaporisation là, le passage liquide vers gaz. Vous disiez qu'il y avait une nuance importante. Oui, parce qu'en fait, il y a deux manières pour un liquide de devenir gaz. Les documents le montrent bien. Ah bon? Lesquelles? Il y a d'abord l'évaporation. C'est le linge qui sèche sur le fil, la flaque d'eau qui disparaît au soleil. Oui, je vois. Ça se passe uniquement à la surface du liquide. C'est plutôt lent et ça peut arriver à n'importe quelle température, ou presque. D'accord, c'est le phénomène discret quoi. C'est ça. Et puis il y a l'autre, l'ébullition. Ah, l'eau qui bout dans la casserole. Exactement. Et là, c'est très différent. La transformation en gaz, elle se fait partout dans le liquide. C'est ça qui forme les bulles de vapeur qui remontent. Mhm. Et surtout, l'ébullition, elle, ne commence qu'à une température bien précise. Pour l'eau, c'est 100 degrés Celsius, à pression normale. En dessous, ça ne bout pas. Ah, d'accord. Donc, l'évaporation, c'est en surface, n'importe quand, alors que l'ébullition, c'est partout dans le liquide et seulement à une température fixe. C'est bien ça la différence? C'est tout à fait ça. Les deux sont des vaporisations, mais les conditions et le mécanisme ne sont pas les mêmes. C'est une distinction importante. Très clair. Puisqu'on parle beaucoup de température, comment on la mesure au fait? De manière fiable, je veux dire. L'outil de base, c'est le thermomètre, bien sûr. Le plus classique, c'est celui à liquide. Oui, avec le liquide rouge ou gris qui monte dans un tube fin. C'est ça. Souvent de l'alcool coloré ou du mercure autrefois. Il y a le réservoir en bas, le tube très fin, le capillaire, et les graduations en degrés Celsius, C. Et comment ça marche, ce truc? Pourquoi ça monte quand il fait chaud? Ça repose sur un principe physique simple, la dilatation thermique.
La plupart des choses, et surtout les liquides des thermomètres, prennent un peu plus de place quand on les chauffe. Elles se dilatent. Ah oui. Et comme le tube est très très fin, même une toute petite augmentation du volume du liquide fait monter la colonne de manière bien visible. Et inversement, si ça refroidit, ça se contracte et ça descend. Voilà, c'est le principe. Simple. Mais les documents insistent pas mal sur les précautions à prendre pour bien lire la température, non? Ah oui, c'est essentiel pour avoir une mesure correcte. On ne trempe pas juste le bout n'importe comment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, choisir le bon thermomètre, adapté à la plage de température. Ensuite, il faut bien immerger le réservoir, au milieu de ce qu'on mesure, sans toucher le fond ou les parois si possible. D'accord. Et surtout, il faut attendre. Attendre que la température se stabilise, que le thermomètre ait le temps de se mettre à la même température que ce qu'il mesure. Ça peut prendre un peu de temps. Et pour lire? Pour lire, on ne sort pas le thermomètre de l'eau ou autre doigt. On lit pendant qu'il est dedans. Et la règle d'or, placer son œil bien à l'horizontale, au niveau du haut du liquide, Pourquoi à l'horizontale? pour éviter ce qu'on appelle l'erreur de parallaxe. Si on regarde d'en haut ou d'en bas, on ne lit pas la bonne graduation. C'est une question de précision. D'accord, je vois. C'est plus rigoureux que ça en a l'air. Oui, si on veut des mesures fiables, il faut être méthodique. Bon, maintenant qu'on sait mesurer la température, plongeons dans ce qui se passe pendant le changement d'état lui-même. Prenons l'exemple classique. On a des glaçons d'eau pure et on les chauffe doucement. Que dit le thermomètre? Eh bien, c'est là qu'on observe quelque chose de très, très intéressant et qui est spécifique au corps pur comme l'eau, les fameux paliers de température. Des paliers, c'est-à-dire? Si on suit la température au cours du temps, on voit d'abord la glace se réchauffer. Sa température monte, disons, de -5 degrés Celsius jusqu'à 0 degrés Celsius. Ok. Arrivé à 0 degrés Celsius, la glace commence à fondre. Et là, c'est le truc étonnant. Même si on continue de fournir de la chaleur doucement, tant qu'il y a à la fois de la glace et de l'eau liquide, la température, elle ne bouge plus. Elle reste complètement bloquée à 0 degré. Attendez, pendant toute la fonte, ça reste à 0 degré. Mmh. Mais on chauffe pourtant. Exactement. C'est ça, le palier de fusion. Toute l'énergie qu'on apporte à ce moment-là ne sert pas à augmenter l'agitation des molécules, donc la température, mais à casser les liaisons solides de la glace pour la transformer en liquide. Ah, d'accord. L'énergie est utilisée pour le changement d'état lui-même. C'est précisément ça. Et ce n'est que lorsque le tout dernier cristal de glace a disparu, qu'on n'a plus que de l'eau liquide, que la température se remet à monter si on continue de chauffer. Ce plateau à 0 degré C, c'est vraiment la signature de la fusion de l'eau pure. Fascinant. Et ça marche aussi pour l'ébullition? Tout à fait. L'eau pure bout à 100 degrés C à pression atmosphérique normale. Et pendant toute l'ébullition, tant qu'il y a de l'eau liquide qui se transforme en vapeur, la température reste stable à 100 degrés. C'est un autre palier. Donc ces paliers, ces températures fixes, c'est typique des corps purs. Mais alors, si on prend un mélange, disons de l'eau salée, comme dans une des expériences des documents, est-ce qu'on a aussi un beau palier à 0 degré quand ça fond? Eh bien non. Et c'est là toute la différence fondamentale entre un corps pur et un mélange. Ah, qu'est-ce qui se passe alors pour l'eau salée? Pour un mélange comme l'eau salée, quand ça commence à fondre, la température n'est déjà plus à 0 degré Celsius. Elle est plus basse. Et surtout, pendant toute la fusion, la température continue de changer. Elle augmente progressivement. Il n'y a pas de plateau horizontal bien net sur le graphique. Donc ça fond sur une plage de température, pas une température fixe. Exactement. Le changement d'état s'étale. Et c'est d'ailleurs un très bon moyen, en laboratoire, de savoir si on a affaire à une substance pure ou à un mélange. On regarde comment se comporte sa température pendant un changement d'état. Palier net égale corps pur, pas de palier net, mélange. C'est une super astuce, très claire. Et juste pour confirmer, pour un corps pur, la température où ça fond, c'est la même que celle où ça solidifie, non? Oui, absolument. Pour l'eau pure, c'est 0 degré Celsius pour la fusion et 0 degré Celsius pour la solidification. C'est la même température de changement d'état. Et chaque corps pur a les siennes, j'imagine, hein. Exactement. Chacun a ses points de fusion et d'ébullition caractéristiques. Les documents donnent quelques exemples. L'étain fond à 232 degrés Celsius. Le fer, c'est carrément 1535 degrés Celsius. Waouh! Et à l'inverse, le mercure, qui est liquide chez nous, il fond déjà à -39 degrés Celsius. L'or, c'est 1064 degrés Celsius. Ce sont des constantes physiques propres à chaque substance pure. D'accord. On a bien fait le tour de la température. Maintenant, changeons un peu d'angle. Qu'est-ce qui se passe pour la matière elle-même? Sa quantité, sa masse et la place qu'elle prend, son volume?
Si on fait fondre un glaçon ou du beurre, comme dans un exercice, est-ce qu'on a toujours la même quantité de trucs à la fin? Excellente question. Et là, l'expérience de la fusion des glaçons sur la balance est parlante. Oui, celle du document 29, racontez. On met des glaçons sur une balance, on note la masse. 231,10 grammes. On laisse fondre complètement, on regarde à nouveau la balance, 231,10 grammes. Pile la même chose, pas 1 gramme de différence. Pile la même chose. La conclusion est sans appel. Lors d'un changement d'état physique, la masse se conserve. On a exactement la même quantité de matière avant et après. C'est un principe fondamental. Mais pourquoi? L'aspect change tellement. La glace solide, l'eau liquide, comment la masse peut rester identique? L'explication, elle est au niveau microscopique, au niveau des molécules. Prenons l'eau. Sa molécule, c'est H2O. Oui, Que l'eau soit solide et liquide ou gaz, ce sont toujours les mêmes molécules, H2O. Ce qui change quand l'état change, ce n'est pas la molécule elle-même, c'est la façon dont ces molécules sont organisées entre elles. comment ça? Dans la glace, elles sont bien rangées, ordonnées, elles forment une structure solide. Dans l'eau liquide, elles sont beaucoup plus désordonnées, elles glissent les unes sur les autres. Dans la vapeur, elles sont très éloignées et très agitées. D'accord. Mais le nombre total de molécules H2O reste exactement le même. Aucune n'est créée, aucune n'est détruite. Comme on a le même nombre des mêmes molécules, la masse totale ne peut pas changer. C'est logique, vu comme ça. La masse se conserve. Mais alors, le volume, la place que ça occupe, est-ce que ça aussi, ça reste pareil? L'expérience de la balance le suggère un peu. Ah, le volume, c'est une autre histoire. Et là, en général, non, il ne se conserve pas. Il change. Oui. Et l'eau, encore une fois, a un comportement assez particulier et très important. Quand l'eau gèle, son volume augmente. La glace prend plus de place que l'eau liquide dont elle provient. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est pour ça que les glaçons flottent. Ils sont moins denses. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'une bouteille d'eau pleine, oubliée au congélateur, Elle explose. ou les canalisations l'hiver. Précisément. Cette augmentation de volume est significative. Les documents mentionnent environ 10%. 100 ml d'eau donne environ 110 ml de glace. Et la force exercée par cette expansion est énorme. C'est fou cette histoire d'eau qui prend plus de place en gelant. Et c'est courant ça chez les autres substances? En fait, non. L'eau est plutôt une exception là-dessus. Pour la plupart des autres corps, le solide est plus dense que le liquide. Donc, leur volume diminue quand il solidifie. Ah, d'accord. Donc l'eau est spéciale. Mais dans tous les cas, le message clé c'est masse constante, mais volume variable. C'est exactement fois. Conservation de la masse, mais non conservation du volume lors d'un changement d'état. Très bien. Bon, tout ça nous amène à une dernière distinction importante, je crois. On a vu que l'eau, on peut la faire geler, puis fondre, puis regeler. C'est un cycle, c'est réversible. Oui, Mais si on prend l'exemple de l'allumette qu'on brûle, une fois qu'elle est brûlée, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas du tout le même genre de transformation, si. non, effectivement. C'est là qu'intervient la différence capitale entre un phénomène physique et un phénomène chimique. Physique versus chimique. Ok. C'est quoi la différence clé? Alors, un phénomène physique, c'est une transformation où la nature de la substance ne change pas. Les molécules de base restent les mêmes. Comme les changements d'état. Exactement. Fusion, ébullition, etc. Ce sont des phénomènes physiques. Mais aussi, couper du papier, casser un verre. Le papier reste du papier, le verre reste du verre, même s'il est en morceaux. Ou la dilatation du liquide dans le thermomètre. Ces phénomènes sont souvent réversibles. On peut refondre la glace, l'alcool redescend quand ça froidit. D'accord. Et le chimique alors? Un phénomène chimique, là, c'est une transformation où la matière change de nature. De nouvelles substances sont formées avec de nouvelles molécules, de nouvelles propriétés. Comme l'allumette qui brûle? Parfait exemple. Le bois et le produit au bout de l'allumette réagissent avec l'oxygène de l'air et ça forme de la cendre, du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau. Des choses complètement différentes. Et ça, c'est irréversible. On ne peut pas débrûler l'allumette. Je vois. D'autres exemples de phénomènes chimiques? Oh, il y en a plein. La rouille sur le fer, c'est une réaction chimique. Cuire un œuf. La structure des protéines change complètement. La digestion des aliments. Faire brûler du bois. Les frites qui dorent dans l'huile. La pollution qui sort d'une voiture. Ou même quand on utilise un produit pour déboucher l'évier, c'est une réaction chimique. D'accord, c'est très clair. Donc, pour revenir à notre sujet principal, les changements d'état, comme la fusion, la solidification, la vaporisation,
Ce sont bien des phénomènes physiques. Oui, tout à fait, puisque la nature de la substance est conservée. L'eau reste H2O, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse. Les molécules sont juste organisées différemment. Parfait. Il y a juste une petite nuance mentionnée dans les docs avec le sucre. Si on le chauffe, il fond d'abord. Ça, c'est physique. Mais si on insiste, il brunit, il caramélise. Et la caramélisation, c'est une série de réactions chimiques complexes. Donc là, le processus global devient irréversible. Il y a eu transformation chimique. Mais le changement d'état pur, lui, reste physique. Très bonne précision. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon, non? Oui, on a couvert pas mal de points importants. On a vu les 6 changements d'état, compris que l'énergie joue un rôle clé, qu'il en faut ou qu'il s'en dégage. On a parlé de la mesure de température et surtout de ces fameux paliers à 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius pour l'eau pure qui disparaissent pour les mélanges. C'est ça. Point super important aussi, la masse qui, elle, ne bouge pas d'un poil pendant ces transformations, alors que le volume, lui, il varie, avec cette spécificité étonnante de l'eau qui gonfle en gelant. Tout à fait. Et enfin, cette grande différence entre les phénomènes physiques, réversibles, où la substance reste la même, comme nos changements d'état, et les chimiques, irréversibles, où tout est transformé. Exactement. Et du coup, pour revenir à notre toute première énigme, la stalactite typhon est la goutte d'eau liquide. Même température ou pas? Alors, avec tout ce qu'on a dit, puisque c'est de l'eau pure qui fond, elle doit être sur son palier de fusion. Précisément. Donc, les deux, la glace et l'eau liquide, sont exactement à 0 degré Celsius. Bingo! C'est la définition même du palier de changement d'état pour un corps pur. La coexistence des deux phases à une température constante. Excellent. L'énigme est résolue. Pour finir, peut-être une petite ouverture, une réflexion. On a vu que le sel change la température de fusion de l'eau, qu'il la fait baisser. C'est pour ça qu'on sale les routes l'hiver. Ça nous montre que ces principes, les températures de changement d'état, comment elles peuvent être modifiées, les variations de volume, tout ça, ça a des conséquences partout autour de nous, parfois de manière inattendue. Ou par exemple, On peut penser à la cuisine, bien sûr. Pourquoi on sale l'eau des pâtes, comment on fait des sorbets. Mais aussi en météo. La formation des nuages, de la grêle, de la neige, tout ça, c'est des changements d'état de l'eau. En géologie, le cycle gèse-dégel qui casse les roches. Et même, à la base, les propriétés très spéciales de l'eau, comme son expansion en gelant, qui permettent à la vie aquatique de survivre sous la glace. ah oui, c'est vrai, c'est fondamental en fait. Voilà. Ça montre à quel point comprendre ces transformations apparemment simples de la matière, c'est comprendre un peu mieux le fonctionnement du monde qui nous entoure. Ça donne matière à réfléchir, non?